Bon, c'est ça. Monsieur Diakité, je vais y arriver. Monsieur Diakité, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment pour cet ouvrage dense qui, contrairement aux apparences, bien que le titre nous oriente vers la problématique de la RTS, est à mon sens, vous me direz ce que vous en pensez, une critique probablement de l'outil de la télévision de manière générale et parfois même de son rapport, vous me dites si je me trompe après, hein, de son rapport au pouvoir. Vous avez fait un résumé très précis, très juste, quasi scientifique sur le rapport historique qu'il y a eu entre certaines catégories politiques, certaines classes politiques dirigeantes sénégalaises et la RTS de manière générale. Lorsque vous nous présentez ces problématiques et que vous nous laissez prendre à l'horizon des solutions, on se rend compte que la problématique de l'accaparement par certaines confréries ou certaines classes politiques du service public est une problématique qu'on ne retrouve pas simplement au Sénégal, mais que l'on retrouve dans bon nombre, malheureusement, de pays. On a la sensation, et c'est pour ça que ce livre m'a à la fois, en effet, donné de l'espoir, d'accord, mais en même temps m'a fait douter peut-être de certaines solutions proposées ou apportées ou de début de réflexion donnée, dans le sens où, partout dans le monde, malheureusement, on le sait, le système médiatique est quasiment pris en otage par une certaine catégorie politique, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie. Et bien souvent, les journalistes sincères et rares sont ceux qui sont vus comme les moutons noirs parce qu'ils ne veulent pas suivre la ligne de conduite qui est dictée par une classe politique qui s'est liée de manière affairiste, hein, disons les choses telles qu'elles sont, avec les journalistes. Et je vous pose la question, est-ce que vous pensez sincèrement qu'un jour, même si ce sont des solutions, des propositions que vous nous donnez qui doivent nous permettre d'aller vers l'avant, mais est-ce que vous pensez sincèrement qu'un jour, on aura une télévision qui sera 100% indépendante, qui sera tournée vers la notion d'informer réellement? Aujourd'hui, beaucoup de gens se détournent de la télé à cause justement du fait qu'ils ont l'impression que tout est uniformisé et se dirigent vers Internet. Vous en parlez un petit peu d'ailleurs de manière très juste aussi. Est-ce que vous pensez que la télévision peut remplir le rôle originel qui était le sien au commencement et qu'on ne voit plus aujourd'hui malheureusement? Je suis d'habitude positiviste et optimiste. Et je vais vous répondre oui. Ça pourrait arriver un jour à un certain degré. Parce que même les pays que vous avez cités, en parlant de l'Occident, des pays européens qui sont plus nantis que nous, où il y a l'accaparement par une certaine oligarchie ou bien un certain pouvoir politique ou financier. Dans le monde entier, l'information est manipulée. Exactement. Aucune information n'est libre. Toutes les informations sont manipulées. Mais on peut souhaiter que ces informations soient manipulées dans le sens de faire avancer le monde de façon positive. Parce que nous, qu'est-ce que nous voulons en Afrique? Nous voulons nous développer. Bien sûr. Mais jusqu'à présent, nous sommes à lutter contre la pauvreté. C'est inouï. Après combien d'années d'indépendance? Après combien de politiques agricoles? Après combien de politiques industrielles? Après combien de politiques sociales, de politiques culturelles? Nous sommes encore en train de nous battre contre la pauvreté. On ne se bat pas contre le chômage, comme certains pays avancés qui se battent contre le chômage. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est que le chômage. C'est quelqu'un qui a perdu un emploi qui chôme. Mais quelqu'un qui n'a jamais été employé, il court après un emploi. Donc lui, il est affecté par le sous-emploi. En Afrique, nous sommes affectés par le sous-emploi. Et en plus du sous-emploi, nous avons le chômage. Nous en sommes encore là. Nous luttons contre deux phénomènes. Le sous-équipement, le sous-développement, le sous-emploi et en plus le chômage. Alors que les moyens sont là, paradoxalement. Les moyens matériels sont là, les ressources sont là, les hommes aussi sont là. La matière grise est là, le savoir et le savoir-faire sont là. Allons les chercher, mettons-les devant la scène. Puisqu'au Sénégal, nous sommes quand même férus de télévision, en Afrique d'une manière générale, nous sommes férus de radio et de télévision. Mettons ça à la radio et à la télévision. C'est d'ailleurs une meilleure manière de faire la promotion des politiques publiques de nos hommes politiques. Nos hommes politiques pensent que prendre la caméra, les suivre pas à pas, partout où ils vont, faire voir leurs faits divers de tous les jours.
C'est ça, montrer le travail qu'ils font. Mais ils se trompent. Au contraire, bien sûr. Si ça devait faire avancer les choses, on aurait déjà avancé il y a longtemps. Ça, ce sont des faits divers. Mais le vrai problème, c'est que quand moi, Sénégalais, je me lève le matin, j'ai besoin de deux denrées de première nécessité. Mon petit déjeuner et l'information. Tous les jours que Dieu fait, chacun de nous, quand il se lève, il cherche l'information. Quelle information? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire ou qu'est-ce que je vais pouvoir exploiter pour améliorer ma vie de cette journée-là? C'est des informations que nous cherchons. En cherchant ces informations-là, on bute sur des institutions, des hommes. On se frotte à des institutions, à des hommes, à l'administration, et dans ces démarrements de tous les jours, en quête de quelque chose qui peut nous servir. Quand je vais chercher un extrait de naissance, pour un dossier, je vais à la mairie. Est-ce que la mairie fonctionne bien? Si la mairie fonctionne bien, alors l'État fonctionne bien. Je veux avoir une bourse, je vais au service des bourses, si je trouve des gens qui sont sur place et que je peux avoir tout de suite ce que je veux dans les temps et dans les délais, alors je dirais le service des bourses marche, donc le ministère de l'enseignement fonctionne. C'est ça en fait le fond du problème. L'État doit savoir que son fonctionnement, la visibilité de sa politique ne se reflète pas à travers le visionnement des hommes politiques qui se débattent ou bien qui s'engueulent ou bien qui se pavanent en costume cravate dans des séminaires, des colloques ou des cérémonies de je ne sais quoi encore. Mais le fait qu'ils ont su organiser l'État, organiser la nation et faire la régulation entre les différentes composantes de cette nation-là, pour que tout le monde puisse s'en sortir et trouver une solution aux problèmes auxquels il est confronté chaque jour qu'il fait quand il se réveille de son lit. Mais c'est ça, c'est les solutions qu'il trouve à ça, qui prouvent que l'État à qui il a confié ses destinées à travers un suffrage, cet État-là a travaillé pour lui. Monsieur Zekité, j'entends parfaitement votre réflexion à ce sujet. Mais donc si je l'entends justement parfaitement, est-ce que vous êtes en train de dire que c'est une rééducation politique, des politiques, qu'il faut effectuer principalement et donc par conséquent... De tout le monde. Mais en priorité des politiques, puisque ce sont eux qui ont, j'ai envie de dire, la main principale. Et ils se sont accaparés, mais ils pensent que ça leur appartient, mais ça ne leur appartient pas. Même si c'est l'État qui finance la RTS, par exemple. Ça n'appartient pas à l'État. Parce que l'argent qu'il utilise pour financer la RTS, c'est de l'argent public. Mais comment donc ça, c'est de l'argent. Soit c'est de l'argent tiré des impôts et des taxes qui sont perçus dans ce Sénégal, ou c'est de l'argent qui est obtenu dans le cadre de la coopération au nom des Sénégalais. Donc c'est de l'argent qui appartient aux Sénégalais. Donc si on finance la RTS sur cette base-là, la RTS, c'est pour les Sénégalais. Donc la RTS doit travailler pour les Sénégalais, les pouvoirs publics y compris. Qu'est-ce que la population, et j'en terminerai par là, toujours pour aller dans votre réflexion, qu'est-ce que la population peut faire de manière pratique, de manière concrète, pour faire plus encore valoir ses intérêts au sein du service public sénégalais, pour que le débat puisse basculer et qu'on ne soit plus dans une prise d'otage, clairement, médiatique, comme elle s'opère actuellement? En ce qui concerne le service public, si on avait vraiment une culture de la redevance, c'est ça, on aurait pu régler le problème. Malheureusement, il n'y a pas cette culture au Sénégal, pour le moment. Peut-être que ça viendra avec une certaine émergence. Parce que pour avoir une culture de la redevance, il faut avoir les moyens de payer même les impôts. Les services des impôts courent derrière des taxes et des impôts et sans les recouvrer comme il le faut. Mais au-delà de l'absence de culture de redevance, je disais tantôt que l'argent public qui sert à financer la RTS de façon directe ou indirecte par l'équipement, cet argent public-là appartient aux Sénégalais d'une manière ou d'une autre. Parce que où ce sont les impôts qui ont alimenté le trésor, et dans ce cas, l'État puise dans le trésor pour alimenter la RTS, ou bien c'est des financements qui sont obtenus dans le cadre de la coopération, et cette coopération est faite au nom des Sénégalais, donc c'est de l'argent qui appartient aux Sénégalais. S'il est investi à la RTS sous forme de redevance, ou bien sous forme de subvention, c'est de l'argent public. Donc le public a un droit a des droits sur la RTS. Il faudrait en ce moment qu'on fasse une réforme des statuts de la RTS. Une réforme qui permet de donner un droit de regard, un droit de contrôle des populations par l'entremise d'un certain nombre de représentations pour que la RTS soit vraiment une structure
adéquate. Mais ça doit passer déjà par une loi, parce que la Oui, loi actuelle c'est les statuts. Il faut réviser les statuts de la RTS. Le statut fait qu'aujourd'hui, c'est le président de la République non seulement qui il faut désigne réviser le les statuts de la directeur RTS, mais il faut trouver un mode de financement public adéquat et qui puisse permettre d'avoir de donner, non seulement de donner un droit de regard aux populations, mais de donner suffisamment de moyens à la RTS pour faire face à toutes les sollicitations dont elle fait l'objet. Le gros problème, et je terminerai par là, je sais que Babacar va nous taper sur les doigts, mais on voit dans certaines sociétés où la redevance justement marche, et vous le savez mieux que moi parce que vous êtes un scientifique dans ce domaine, la redevance marche, la redevance est payée par la population, mais ça n'empêche pas, ça ne donne pas forcément systématiquement la possibilité à cette même population d'infléchir sur les décisions. Malheureusement, je prends l'exemple de la France, exemple simple, sur les décisions des programmes donnés dans le service public. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression, et c'est un problème qui m'inquiète sincèrement, que la télévision aujourd'hui est devenue une arme simplement politique aux mains d'une minorité et que quels que soient les droits qui nous appartiennent ou qui nous reviennent, on se heurte à un mur quelque part. Et j'ai l'impression que dans les propositions que vous donnez, qui sont réelles, qui sont pragmatiques et qui s'appuient sur une expérience que très peu ont, il faut le dire, vous êtes peut-être encore dans l'idéalisme par rapport à cette possibilité de changer ces médias qui, quelque part, sont en train de se faire supplanter par les supports Internet qui, eux, sont aux mains de la population directe. C'est-à-dire que n'importe quel citoyen aujourd'hui peut venir et créer son blog. N'importe quel citoyen, s'il le veut, peut créer sa micro-télé. Alors que quand il se met devant la télévision sénégalaise, guinéenne ou autre, etc., il sera soumis à des réalités qui, à la base, ne dépendent pas de lui. C'est ça qui m'inquiète. Je vais vous dire une chose. Je comprends parfaitement ce que vous dites. Kémy Séba, je vais vous dire une chose. Cet idéal dont vous parlez, j'aimerais pouvoir le partager avec au moins 90% des Sénégalais, même 50% des Sénégalais, si cela arrivait, et qu'on s'y mette ensemble, on s'en sortirait. Parce que aujourd'hui, moi, quand j'écrivais ces livres-là, on était encore loin du passage au numérique. Le numérique, c'était prévu pour ce 2014-là. On l'a reflé en 2015. Mais au moment où je commençais le livre, c'était pas encore... J'ai commencé ce livre en 2008. Je l'ai terminé en 2012, avec des arrêts. Mais ce que je veux dire, si maintenant, nous ne faisons pas en sorte que nous recréons les conditions, je ne dis pas recréer la radio ou la télévision, mais les conditions d'une bonne utilisation de la radio et de la télévision et de l'audiovisuel en général, public et privé, je ne vois pas d'issue. C'est pourquoi j'ai parlé de désespoir. Je comprends. Parce qu'il faut de la bonne production. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde parle de LMD. Lutte, musique, danse ou distraction. Moi, je dis danse ou distraction. Parce que les gens ne savent pas comment les choses sont arrivées. Je l'ai dit un peu dans le livre. Il y a beaucoup de gens qui se sont investis dans ce domaine, mais ils n'ont pas mesuré la qualité des ressources humaines qu'il fallait pour manager ces radios et ces télévisions, autant publiques que privées. Les hommes qui s'y déploient, les animateurs de radio ou de télévision, ne sont pas des animateurs de radio et de télévision? C'est des ambianceurs de boîtes de nuit et de Tanouber et de Tahoran et de Koladera. Ce n'est pas le même public que vous et moi dans notre salon avec nos préoccupations. On vient après une dure journée de labeur, on ouvre, on veut savoir ce qui se passe dans le monde et autour de nous. Vous êtes d'accord que ça, c'est présent dans beaucoup d'endroits, malheureusement. Parce qu'on a choisi des disques jockeys, des DJ. Les DJ, ils ont leur place dans les boîtes de nuit et dans les coladera. Ils n'ont pas leur place à la radio. Pour faire de l'animation musicale à la radio, l'animation musicale, c'est du journalisme culturel dans sa conception musicale. Bien sûr. On doit y apprendre quelque chose. Quand on fait de l'animation musicale, dans une tranche horaire, on doit savoir donner de l'information musicale. L'information musicale, ça suppose quoi? La personne qui écrit, la personne qui chante, pourquoi elle chante, pour qui elle chante, dans quel but, et comment elle fait sa musique. Cette musique-là, qu'est-ce qu'elle peut apporter? Quand vous écoutez la radio, ce n'est pas pour forcément vous distraire, mais en écoutant de la radio de cette manière, non seulement vous vous distraire parce que vous entendez de la musique qui vous relâche, mais vous vous informez également. Et ces gens-là, ces musiciens, ces artistes-là, ils ont des idées qui peuvent faire avancer le monde, mais pas pour dire il y a manière ou bien il y a... Je ne sais pas comment... Vraiment une dernière interpellation.